Mesdames et messieurs, bienvenue sur Télé 50 pour suivre votre magazine APJ au peuple de juger. Aujourd'hui, nous avons comme invité un député national. Il faut qu'on se le dise. Oui, débuté le 24 avril 2020, l'état d'urgence sanitaire en République démocratique du Congo a été levé mardi la nuit par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Cette situation d'exception avait bouleversé les fonctionnements des institutions de la République, mais aussi, quand on parle des institutions de la République, on compte l'Assemblée nationale où siègent des chambres, la chambre haute et la chambre basse. Cette période a été aussi teintée de beaucoup d'actualités sur le plan politique, économique et social. Nous en parlons dans cette émission avec notre invité Patriarche Lohola, député national élu de Bokungu dans la province de la Chouapa. Patriarche Lohola, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Christophe. Merci d'avoir accepté l'invitation des Télé 50. Je n'ai pas massacré votre nom. Bon, pas totalement, mais on m'appelle Lohola Ekofo. Je suis Mongo de Bokungu, Lohola, la province de la Chouapa. Lohola Ekofo. Voilà, c'est ce nom, le député national élu de la Chouapa, territoire de Bokungu. Nous sommes là dans l'ancienne province de l'Équateur. Première question. Patriarche Lohola, eh bien, cette session, la longue session de mars, prend finalement fin. Vous avez quel sentiment d'avoir abattu un travail des titans à la Chambre basse, ou bien vous avez travaillé en mode d'urgence, ça ne vous a pas permis de bien travailler? Oui, la session, comme vous venez de le dire, vient d'être clôturée cet après-midi. Et comme stipulé dans notre constitution, c'est une session de mars qui serait fermée ou clôturée depuis le 15 juin, mais à cause de l'état d'urgence, c'est alors que nous avons dû rester comme surveillants, comme sentinelles du peuple. C'est ainsi qu'on devait accompagner l'état d'urgence jusqu'à la fin. Heureusement, c'est à partir d'hier que l'état d'urgence s'est vu tomber de lui-même, parce qu'il n'y avait pas levé d'état d'urgence. Parce que s'il faut voir les mécanismes utilisés, à ce moment, nous tombons dans les parallélismes de formes. C'est de même manière que l'état d'urgence était décrété, c'est-à-dire par une ordonnance, ça aurait été de même manière, soit par une ordonnance, soit par une loi comme prévu dans l'article 144, dans son dernier alinéa. Mais on a observé tacitement jusqu'à la fin de l'épuisement de la prorogation et tout le monde a constaté impuissamment la fin de l'état d'urgence. Voilà. La fin de l'état d'urgence, oui, sans plan de sortie. Sans plan de sortie, parce que c'est depuis très longtemps, ici même, on l'avait dit, que la loi demande à ceux qui gouvernent, ce n'est pas à nous les députés, de proposer d'abord les mesures d'accompagnement et tout ce qu'il faut pour nous permettre d'acheminer pendant la période. C'est ce que l'exécutif n'a pas fait jusqu'à la fin, et aujourd'hui, on peut mettre ça à côté parce que nous sommes déjà dans une autre étape qui est l'après-état d'urgence. Parce que vous avez posé la question de savoir qu'est-ce qui a été fait comme le travail. Et je crois, comme Assemblée nationale, là nous sommes dans l'article 100. Contrôler, légiférer et représenter. Comme nous sommes ici à Kinshasa, nous représentons, mais du point de vue de contrôle. Là, on va porter certaines précisions parce que des gens pensent comme si les députés ne travaillent pas. Ils disent qu'ils sont là tout simplement pour dire qu'ils sont pour, qu'ils sont contre. Ça, ce n'est pas le travail des députés. Au niveau des contrôles, il y a des moyens de contrôle. Il y a eu des questions écrites, il y a eu des questions orales, il y a eu les interpellations. Il y a des questions écrites. Ceux qui ont suivi l'allocution de l'honorable présidente de l'Assemblée, il y a eu dans cette session 200 questions écrites adressées aux membres de l'exécutif. 200 questions écrites. 200 questions écrites. Et combien examinées? Examiner les questions écrites, ce n'est pas examiner. Les questions écrites, une fois qu'une question est adressée à son destinataire, les bureaux, son rôle, c'est de transmettre. Maintenant, il y a une bonne partie qui ont reçu des réponses et il y a une autre
qui est encore en souffrance. Mais les destinataires n'ont pas encore répondu. Devoir de rédévabilité oblige la population. Oui, c'est ça. Devrait savoir. Ils sont dans l'obligation parce que les règlements disent qu'ils doivent répondre. Donc, une bonne partie a reçu des réponses et d'autres vont se suivre. Les questions orales. Nous avons eu 2 questions orales adressées au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Défense. À côté de cela, nous avons eu des interpellations. L'une adressée au ministre de l'Intérieur, l'autre, je crois, au ministre de la Défense, mais malheureusement, le temps n'a pas permis à ce qu'ils viennent répondre. Mais à côté de cela, nous avons eu l'audition par des commissions. Et là, c'est le travail même des députés, où on a reçu plus de 20 ministres, les titulaires, qui ont été invités dans les commissions permanentes pour nous parler du fonctionnement et de beaucoup de choses qui relèvent de leur ministère. Je crois que c'est un grand travail. À côté, pour ce qui concerne le vote des lois, nous avons du côté, parce que l'initiative de loi est concurrente. Ça peut provenir de l'exécutif, soit de nous. Mais quand je parle de nous, l'Assemblée, c'est les propositions de loi. Les propositions, nous avons eu au moins 6 propositions, pour ne pas parler de vos lois qui posent des problèmes là. En total, c'est 9, mais moi, je parle de 6. Nous avons loi de lutte contre la corruption, le Kondo. Nous avons Passis en Pamba, là, c'est 2. Nous avons eu encore une loi de l'honorable Bazaïba portant protection en faveur des personnes vivant avec handicap. Aujourd'hui, après quelques jours, une fois que la loi sera promulguée, les personnes vivant avec handicap auront quand même un secours auprès de la République. C'est grâce à l'Assemblée nationale. Et à côté de ces lois qui sont des propositions des députés, nous avons aussi ratifié plus d'une dizaine de traités, dont nous avons un traité en faveur de la maternité, au moins 121 millions. Nous avons un traité en faveur de l'éducation, celui des banques mondiales, où les nouvelles unités et tout ce monde seront payés 444 millions. Et nous avons eu aussi les traités en faveur du Touri, pacification de l'Est, 200 et quelques millions. Donc, pour arriver à ratifier, il y a un travail. L'élaboration d'une loi, c'est un travail laborieux, un travail qui demande l'intelligence, qui demande beaucoup d'énergie. Donc, pour cette session, je ne peux pas avoir d'hésitation pour dire que l'Assemblée nationale a rempli sa mission et a travaillé en faveur de cette population, bien que à un moment donné, on nous jette des cailloux, on nous caillasse, on nous insulte, ainsi de suite, mais il y a un travail qui a été abattu en faveur de notre population. Ouais, c'est le cas de le dire, vous venez de peindre le tableau du travail qui a été réalisé au niveau de la Chambre basse du Parlement congolais. Par cela, nous voudrions un tout petit peu comprendre quelle est la portée de l'impact de ces textes de loi votés à la Chambre basse du Parlement congolais qui devront être promulgués pour entrer en exécution, mais dans l'immédiateté, quel est l'impact réellement que cette production législative va réellement avoir sur la population congolaise, parce que le peuple n'attend que ça. L'impact est là. Quand je parle d'un traité de loi en faveur de la maternité, vous savez comment les femmes donnent naissance chez nous ici. Vous, à Kinshasa, ça peut s'expliquer, mais chez moi, à Bokungu, dans la province de la Tchouapa, ou à Gemena, ou à Djoloula, ça pose trop de problèmes. Et que lorsque l'État se bat, le gouvernement se bat pour trouver les accords avec des partenaires, parce que ce sont des prêts, l'argent en titre des prêts, et que cet argent, pour qu'il soit utilisé, il faut l'accord préalable du Parlement,
c'est pour permettre à ce que le gouvernement puisse utiliser, parce que ce gouvernement peut passer et celui qui va suivre va rembourser. Et j'ai parlé de l'éducation, comment les nouvelles unités, depuis avril, avant avril, il y a des enseignants qui ont presté pendant plus de 10 ans, 20 ans, on les nomme nouvelles unités sans salaire. Mais je crois avec le vote de ces traités, avec la ratification de ces traités, il y a déjà un impact au niveau de la société. L'Ituri, quand aujourd'hui le gouvernement est autorisé d'utiliser les 200 et quelques millions de dollars là pour lutter pour la pacification de cette province qui, chaque jour, il y a des morts. Je crois, comme citoyen congolais, on doit se réjouir de ce travail. On se réjouit de ce travail. La clôture de la session, la longue session de mars, coïncide avec la fin de l'état d'urgence. Pratiquement, l'état d'urgence qui arrive, vous l'avez dit, on a constaté l'état d'urgence sans plan de sortie, mais le chef de l'État, dans son discours, a demandé que la population puisse continuer à observer les gestes barrières. Pensez-vous que s'il n'y a pas un comportement responsable de la population, on pourra revivre encore l'augmentation des cas de Covid sur toute l'étendue de la République? Je crois qu'il est temps que les Congolais, ici les Congolais c'est tous citoyens, comprennent le rôle qu'ils doivent jouer pour la construction de notre jeune démocratie et de notre pays. Parce que le chef de l'État, je crois, il a joué son rôle. Le fait de laisser la situation aller jusqu'au bout pour que nous obtenions aujourd'hui l'affaire de l'état d'urgence qui, pour nous, c'était déjà un blocage, non seulement un blocage, mais une source de malheur et de souffrance pour notre population. Et là, nous tenons vraiment à féliciter les chefs de l'État pour nous accompagner, pour avoir accepté à ce que nous puissions être écoutés, parce que de temps en temps, on est allé jusqu'à la 6e prorogation. On disait qu'il faudrait laisser la population se débrouiller en dehors de l'état d'urgence. Et là, il faut féliciter les chefs de l'État. Mais il revient aux Congolais de comprendre que du fait que la pandémie est là, nous devons nous habituer à la Covid. Donc, nous devons, dans nos familles, comme on a pensé à ouvrir les restaurants, ainsi de suite, sauf que pour nous les chrétiens, c'était un problème parce qu'il a fallu commencer par les églises qui sont les endroits civilisés, où on peut écouter les autres, on peut écouter les autres, mais on a laissé les églises. Nous pensons bien que, comme la date du 15 août s'approche, les églises seront ouvertes, ça sera une bonne chose. Mais nous disons, les Congolais ne doivent pas se laisser dans cette aliénation. Le premier citoyen, c'est le président de la République. Il a compris que la Covid est avec nous et quand il nous demande de nous approprier de ce qu'il faut, des mesures, des barrières, de nous approprier des habitudes qui peuvent nous permettre d'éviter cette maladie, je crois qu'il est temps et il revient à chaque Congolais d'en faire une priorité. Parce que lui, il a joué, comme je l'ai dit, il a joué sa partition, mais aujourd'hui, il reste non seulement la partition de chaque Congolais, mais aussi des institutions de la République. Ici, je vois les gouvernements. D'où tire l'origine de la police. Donc, la police et les services de sécurité doivent rendre un service noble à l'État, c'est-à-dire exécuter les mesures du chef de l'État, les ordres donnés par l'autorité numéro 1 de la République pour qu'elle ne puisse pas subir des dommages. Voilà. Ne pas subir de dommages. Cette crise sanitaire vécue par la population congolaise a aussi été entachée de beaucoup d'actions sur le plan politique. On parle aujourd'hui de ces ordonnances non contresignées par le Premier ministre qui tombent dans cette situation, dans cette période. Est-ce qu'on peut craindre
une crise institutionnelle, surtout avec la sortie médiatique du porte-parole du Premier ministre qui a démontré que les Premiers ministres regrettaient cette situation. Bon, ici, vous savez, cette question, c'est une question éminemment politique. Éminemment politique. Et moi, je suis acteur politique et de la famille où la situation s'est produite, c'est-à-dire la famille de la majorité parlementaire. Vous bénéficiez de votre liberté d'opinion, vous parlez en tant que... Non, je peux parler, je ne dis pas que je ne peux pas donner la réponse parce que, non, j'ai dit éminemment politique et la question me concerne parce que je suis de la majorité parlementaire. Mais ma position, c'est quoi? Vous savez, l'élite congolaise n'a pas permis à notre République, depuis l'accession à l'indépendance, de décoller. Tout simplement, quand je parle de l'élite, nous avons l'élite intellectuelle, nous c'est politique, nous avons économique, ainsi de suite. L'élite n'est pas au service de la nation. Les ordonnances, j'avais suivi un débat ici, dans votre télévision. On disait c'est correct, ainsi de suite. Mais moi, quand j'ai suivi seulement, je me suis, il y a un problème. Il y a un problème, pourquoi? Parce que en psychologie, il y a les seuils primitifs et il y a les seuils absolus. La lecture de ces ordonnances a pris plus de 3 heures du temps. Et l'ensemble, c'est plus de 20 ordonnances. Heureusement, parce que j'avais suivi quelqu'un qui se disait il est capable d'envoyer comme 50 notes techniques au président de la République. Mais je crois, pour une ordonnance, l'élaboration d'une ordonnance demande beaucoup de précautions, beaucoup de prudence pour produire au chef un document irréprochable. C'est ça. Parce que même quand on parle de l'opportunité ou de quoi, on ne peut pas. Parce qu'aujourd'hui, les latinistes disent ni noi sub sole. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous ne sommes pas la première nation du monde. Alors, parce que nous sommes des nouvelles nations, il y a des anciennes civilisations, il y a des nations avancées, développées. Vous n'allez pas, quand vous scrutez l'histoire politique des États, vous ne verrez jamais la lecture des ordonnances présidentielles pendant plus de 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et si c'était une ordonnance, on peut comprendre 20 ou 15 et quelques. Et c'est l'opportunité, c'était quoi? Pour moi, je me dis, les présidents de la République, nous devons tous, parce que je suis de sa majorité parlementaire, faire en sorte qu'ils puissent nous amener au bon port. Qu'on puisse donner des travail bien fouillé, efficace au président de la République, parce qu'il ne lui appartient pas de rédiger tout ça. Lui, il signe les ordonnances. Mais produit 15 ordonnances ou 20 ordonnances en une journée. Vous allez nommer plus de 200, 300 personnes. Pour moi, nous avons administré des petites entités. Est-ce qu'on a eu soin de consulter toutes ces personnes, même les nommer? On risquerait même de nommer quelqu'un qui est décédé le matin. Vous n'avez pas l'information, il sort dans l'ordonnance du président et à ce moment, vous donnez encore le travail au président de la République, qui est notre président, le garant de la nation, le premier citoyen, de reprendre encore une ordonnance pour aller combler ces vides. Bon, donc moi, je donne des orientations, des conseils qu'il a fallu, où il faudrait qu'on présente au président les matières qui ne peuvent pas fâcher soit le peuple, soit ses collaborateurs. Ici, je parle du Premier ministre. Ce n'est pas parce que je suis du FCC, mais je dis, si la situation était bien préparée, je peux illustrer un exemple. Vous pensez si c'était une seule ordonnance, nommant une personne, d'après qui jugerait la personne clé, ça ne pouvait pas nous plonger dans la situation que nous comprenons aujourd'hui. Même quand on va parler de la nécessité, urgence, opportunité, le Premier ministre se trouverait, non, c'est pas, il se trouvait au pays. Et avec
Donc, même si nous mettons à côté les moyens technologiques, mais si nous prenons les moyens de communication, de transport, on pouvait même prendre ces ordonnances, aller-retour, là où il était. Il contresigne et il amène. Parce que ces ordonnances, ceux qui les défendent ou ceux qui peuvent les contre-attaquer, vous savez, chacun s'articule dans son camp. Mais en réalité, si vous prenez la pratique des choses, c'est lui le responsable. Mais nous, on ne voit pas les présidents. Les ordonnances sont soumises à son contre-essai parce que c'est lui qui est le répondant. Et il y a une série d'ordonnances qui ne demandent pas. C'est la loi qui a prévu. Et cette série qui demande son contre-essai, alors s'il n'est pas empêché, empêché signifie quoi? Empêché signifie quoi? Quelqu'un qui est en mission à l'intérieur du pays, vous dites qu'il est empêché. Alors là, à ce moment, ça pose problème. Moi, je crois. Alors, cette situation ne pourra pas être à la base d'une crise majeure. Une crise, c'est à l'intérieur. Cette crise, parce qu'il y a beaucoup de confusion. Quand on va analyser cette situation, les gens verront les députés, ils verront le Parlement. Or, le Parlement n'y est pour rien. La situation, c'est entre l'exécutif. C'est une situation qui concerne... C'est une crise qui pourrait arriver même, parce qu'on l'attend souvent parler, hein, une crise qui pourrait amener à la dissolution de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, d'après la conception des Congolais. Parce que quelqu'un peut aller, il insulte quelqu'un, la conclusion c'est il faut dissoudre l'Assemblée nationale. Quelqu'un, quand il n'a pas mangé, il faut dissoudre. La conclusion c'est il faut dissoudre l'Assemblée nationale. Or, la loi a prévu les mécanismes. C'est ainsi que j'ai toujours dit, et ma pensée s'appuie à celle de Socrate. Les pays tels que les nôtres, où nous avons moins de lettrés, nous avons moins d'intellectuels, il ne nous convient pas ces systèmes de gouvernance qu'on appelle communément la démocratie. Parce que la démocratie, ça demande un niveau d'esprit au niveau de la population pour qu'ils comprennent les choses. Parce que pour parler de la dissolution, ce n'est pas quand votre chef vous a refusé n'importe quoi ou on a majoré les carburants ou bien les transports et vous dites il faut dissoudre l'Assemblée parce que les députés ne travaillent pas. Non. Parce qu'il faut avoir un peuple qui comprend pour savoir que le mécanisme est défini dans la Constitution. Et là, nous sommes dans l'article 148 qui dit en cas de crise persistante entre l'Assemblée nationale et l'exécutif qui est le gouvernement central. Et là, nous ne sommes pas concernés. J'étais même choqué. Un juriste de formation, qui aujourd'hui, je ne sais pas si on a abandonné l'initiative, mais il était aussi passé chez vous ici, qui a récolté, qui est en train de récolter les signatures pour la dissolution de l'Assemblée. Conformément à quel article? Ça m'a fort étonné. Il est juriste et il le fait. Or, à ce moment, pendant qu'il récoltait les signatures, on était à l'état d'urgence, mais il n'a pas lu. Donc la loi dit, à l'état d'urgence ou l'état de siège, on ne peut pas procéder à la dissolution de l'Assemblée. Mais comme juriste, il était passé ici pour dire, nous récoltons les signatures, on va amener. Vous voyez, aujourd'hui, tout ce que tout le monde peut faire, c'est pourquoi j'ai parlé de la capacité intellectuelle. L'État, dans ses institutions politiques, il a 4 volets. Nous avons le président, le gouvernement, nous avons l'Assemblée et les cours et tribunaux. Mais tout ce qui peut se faire partout, même quand un juge a très mal tranché sur un problème, la conclusion c'est qu'il faut dissoudre l'Assemblée. Un ministre qui ne travaille pas, non, c'est FCC qui bloque. Mais FCC qui bloque, je viens de vous dire là, c'est nous qui détenons cette majorité. Combien de lois nous avons fait passer? Combien de lois de ratification qu'on a fait? Alors, la question à nous poser, quelle est cette loi qui a été élaborée, ou bien qui est élaborée en faveur des populations et FCC a bloqué? Quelle est cette loi? Combien des initiatives que nous avons
bloquer pour que ça ne puisse pas passer. Rendez-vous au mois de septembre pour la session de septembre. L'état des droits, parlons-en dans cette émission, parce que nous sommes dans l'expérimentation. Vous avez démontré que la démocratie ne convainc pas à notre population qui a moins de lettrés. Alors, mais nous attendons, nous sommes dans cette dialectique de l'état d'urgence. Mais apparemment, sur terrain, il y a trop d'abus en rapport avec l'état d'urgence, incompréhension des uns des autres, refus d'obtempérer ou d'exécuter les arrêts de la Cour constitutionnelle. On parle ici de cas du Congo central. Dans les provinces, il y a tension entre le gouverneur et les députés provinciaux, marche contre le gouverneur. Cette situation va nous amener où on a l'impression que le pays, la RDC, après l'alternance, la crise d'avant revient. Oui, avant de répondre à cette question, je veux essayer un peu d'épuiser mon dernier mot. Dans 2 minutes, parce que le temps... Le dernier mot sur la question de la dissolution de l'Assemblée. Le dernier mot, c'est quoi? Parce que quand nous parlons de la dissolution de l'Assemblée, on décrit, ce sont les mêmes personnes qui vous disent que le président que nous avons, qui avait gagné les élections, lui n'avait pas gagné. Pourquoi? Quand vous leur posez la question, pourquoi? Non, parce que la CENI avait très mal organisé les élections. Acceptons leur hypothèse. Parce que quand on ne veut pas suivre les lois de la République, nous allons dans la rébellion. À ce moment, nous mettons de côté la Constitution, on dissout l'Assemblée. Dans cette figure de cas, quelle est l'institution qui va organiser les élections? Parce que tout le monde a dit que Nanga avait très mal organisé les élections. Et ensuite, les fichiers de 2018 là posaient problème. Après 2 ans, qui peut encore croire ou donner crédit à ces fichiers? Donc, les prétextes de dissolution, ce n'est pas pour le Parlement. C'est tout simplement pour jeter l'opprobre à toutes les institutions de la République. Parce qu'aujourd'hui, il y a la désacralisation des institutions. Vous savez, même le président, lui-même, il prend l'ordonnance et c'est son parti politique qui marche contre l'ordonnance du président. Et quand il demande à son ministre de l'Intérieur, qui est de ces mêmes partis, d'interdire les marches, c'est le parti lui-même dont il est ici, qui marche contre l'ordonnance du président. À ce moment, l'institution président de la République, qui est notre numéro 1 de la République, les premiers citoyens, c'est où? Le Parlement a maintes fois violé, Cour constitutionnelle, tout est désacralisé. Oui, donc c'est là où on veut nous amener. C'est pourquoi nous disons le président de la République doit se servir de la Constitution. C'est pour cela que nous disons les dialogues, on peut les faire, mais nous restons dans la Constitution. Il a été élu pour 5 ans. Moi, j'ai quitté Bokungu pour un mandat de 5 ans. J'étais élu régulièrement. Si c'était les histoires dont on parle là, moi je ne serais pas élu. Cette machine à voter a aidé à ce qu'il y ait beaucoup de députés là. Parce que chez nous, les bulletins de vote ont transporté à pied 3-4 jours. Et il y a beaucoup de manœuvres qui se faisaient. Mais cette fois-ci, quand même, on a eu l'occasion de contourner toutes ces manœuvres et avoir des produits un peu fiables. Malheureusement, au niveau de la Cour constitutionnelle, on a connu ce qu'on a connu, mais aujourd'hui, il faut rentrer dans la légalité. Alors, quand vous me parlez des histoires de la Cour constitutionnelle, c'est comme je disais, la Cour constitutionnelle, les assemblées provinciales, ici, les Congolais doivent montrer sa grandeur. Nous devons sortir dans les situations qui font reculer notre pays. Ici, quand je prends même les décisions des chefs des partis politiques, les marches, est-ce qu'on peut montrer la force d'un parti politique par une marche? Parce qu'IDPS a initié une marche, la Mouka, une marche, FCC, une marche. Là, vraiment, ce n'est pas la grandeur des hommes d'État ou des hommes politiques qui aiment la nation, parce que dans toutes ces marches, il y a toujours, s'il n'y a pas de morts, il y a toujours des victimes qui subissent
Mais je crois que ça, ce n'est pas la bonne manière. Et que ceux qui dirigent ces partis-là, ils doivent aussi apprendre à imiter les chefs politiques. Parce que notre président, le président de la République, c'est un homme doux et qui n'est pas pour les agressions. Pour ne pas parler aussi de mon autorité morale que je salue en passant, honorable sénateur Kabila Kabange ne peut pas envoyer les gens dans la rue. Il a dirigé pendant 18 ans. Aujourd'hui qu'il a cessé de diriger, on demande aux gens de marcher. Nous sommes au pouvoir ou comment? Non. Voilà les controverses que nous avons, mais nous disons il faut jouer la carte qui fait gagner le Congo. Il faut jouer la carte qui fait gagner le Congo. C'est le mot de la fin de l'honorable patriarche Lohola et Kofo Mwana Bokungu. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est à moi de dire merci à la radio Télé 50. À la radio-télévision. À la radio-télévision 50 et à Crispin Tibas qui a pensé à moi pour ces débats. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'en est donc fini avec APJ. Restez branchés sur votre chaîne pour suivre d'autres programmes. Au revoir.